Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous voulons nous appuyer sur ce que nous savons désormais de la notion de probabilité pour construire un concept un petit peu plus général, qui est le concept de loi de distribution. Une loi de distribution, c'est un peu une formule qui permet de calculer la probabilité d'un événement complexe. Cette formule, elle ne vient pas de nulle part. Toute loi de distribution s'appuie sur un raisonnement qui explique comment l'événement complexe qui nous intéresse, qui peut être un comportement, est arrivé jusqu'à nous, est arrivé jusqu'à notre observation. Donc cette loi de distribution, elle s'appuie sur une théorie toujours, on va dire dans un jargon un petit peu statistique, sur un mécanisme de production, un mécanisme aléatoire de production, qui explique comment le comportement que nous observons est arrivé jusqu'à nous. En particulier, nous, on va s'intéresser à l'un de ces mécanismes qu'on appelle la loi binomiale. Mais pour que ce ne soit pas trop abstrait, on va partir d'un exemple réel d'étude en psychologie pour pouvoir petit à petit amener les choses dont nous avons besoin. Certainement, vous connaissez ce qu'on appelle en langage policier la procédure de tapissage, ou dit encore la procédure de présentation de témoins. On la voit dans de multiples séries françaises ou étrangères. Ça consiste à montrer un panel de suspects potentiels à soit un témoin, soit à une victime, pour lui demander s'il reconnaît parmi les candidats suspects l'auteur des faits. Cette procédure, bien entendu, c'est une procédure humaine et elle peut être soumise à un certain nombre de biais dans la situation. Et c'est évidemment très critique, compte tenu des conséquences que peut avoir un témoignage, de savoir si la personne qui témoigne et qui rapporte son avis sur tel ou tel suspect est sûre d'elle, si elle n'a pas été influencée, en particulier par le contexte, par la manière dont on présente les différents suspects. C'est une question évidemment sensible. Elle a intéressé beaucoup de criminologues et de psychologues sociaux de la justice. En particulier ici, on va prendre comme exemple une étude de Buzzy et Loftus, qui sont deux auteurs américains qui ont fait beaucoup d'études de ce type, en particulier sur cette procédure, mais pas seulement. Et là, l'expérience très simple que nous allons regarder avec eux, c'est celle qui consiste à montrer des suspects dans une affaire réelle, donc parmi les suspects, il y a vraiment l'auteur des faits, à des gens qui n'ont absolument rien vu et qui sont simplement les sujets d'une expérience. Donc évidemment, on ne met pas en situation des victimes réelles, mais en tout cas, on leur soumet une situation qui est réelle avec un véritable coupable qui apparaît parmi plusieurs suspects potentiels. Sauf que les sujets de cette expérience n'ont absolument rien vu, n'ont rien à voir avec l'affaire, et donc sont soumis finalement à un raisonnement très superficiel et non informé. Ils doivent essayer de deviner qui est le vrai coupable. Naturellement, si dans une telle situation on découvre que des gens qui n'ont rien vu désignent de façon assez massive le vrai coupable, on va se poser des questions sur la procédure. On dira il y a un biais dans cette procédure. On pourra dire qu'il y a un biais dans la procédure également si, sans désigner le vrai coupable, il désigne de manière assez unanime une seule et même personne, qui pourrait ne pas être le vrai coupable, mais ce serait aussi un signe de biais, bien entendu, si on voyait leur réponse se concentrer sur l'un des coupables. Bon. Donc vous comprenez l'enjeu. L'enjeu, c'est d'essayer de regarder dans quelle mesure, en effet, la réponse de gens qui n'ont rien vu dans cette situation, au fond, se répartit uniformément dans les différents portraits qui leur sont proposés, ce qui est naturellement ce à quoi on s'attend de la part de personnes qui n'ont aucune information sur l'affaire. Alors faisons nous-mêmes cette expérience, et puis regardons ce qu'il en est avec ces différents portraits ici de coupables potentiels. Et ce sont véritablement des suspects dans une affaire. Parmi eux, il y a le vrai coupable d'une affaire assez grave. Et je vous laisse un peu pour vous-même décider lequel de ces 6 portraits correspond pour vous, qui n'avez été témoin de rien, que je sache, dans cette affaire, qui pour vous est le vrai coupable. Et je vous laisse retrouver dans le manuel de cours la réponse à cette question. Qui est le vrai coupable? Mais ce qui va nous intéresser plus là, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le raisonnement. Le raisonnement qui nous intéresse pour identifier la probabilité de désigner le vrai coupable quand on ne sait rien. Quand on ne sait rien, quand on n'a pas d'informations, ce qui est votre cas ici, quelle est la probabilité, parmi 6 portraits, de désigner le vrai coupable? Assez naturellement, vous pouvez être amené à vous dire que si le hasard seul est en jeu, alors vous avez une chance sur 6 de tomber sur le vrai coupable, à considérer qu'il y ait ici un seul coupable, et c'est bien le cas.
Donc probablement, c'est en tout cas la majorité des réponses que on obtient en général quand on pose cette question à des gens. Probablement vous avez envie de choisir une chance sur 6, c'est la bonne réponse. Mais plus encore que la bonne réponse, il faut qu'on s'interroge sur le raisonnement qui nous mène à dire qu'il s'agit d'une probabilité de 1/6 ici dans cette situation. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a 6 portraits? Est-ce que dans la vie, quand on est confronté à 5 choix, on dira qu'on a une chance sur 5 de choisir l'un ou l'autre? Ou quand on a 10 choix, quand il y a 10 éventualités dans une situation particulière, eh bien chacune d'entre elles a une chance sur 10 d'apparaître? Bien sûr que non. Il peut y avoir un certain nombre de choix, certains d'entre eux pourraient très bien être plus probables que d'autres. Donc le fait de connaître la liste finie des choix possibles dans une situation ne leur attribue pas ipso facto la même probabilité à tous. Donc ce qui nous conduit ici à dire qu'il y a une chance sur 6 de désigner le vrai coupable quand on répond sans information, c'est ce raisonnement qui dit que si la seule chance est en jeu, alors tous les suspects qui sont là ont la même chance d'être désignés. C'est ce raisonnement sur l'équiprobabilité qui nous amène à dire qu'il y a donc une chance sur 6 de désigner le vrai coupable. Donc retenez bien cette idée, dans cette situation où il y a 6 possibilités, ça n'est pas seulement parce qu'il y a 6 possibilités que nous allons dire que par chance, nous avons une chance sur 6 de tomber sur le vrai coupable, c'est aussi parce qu'on ajoute que tous les portraits ont la même chance d'être désignés en l'absence totale d'informations permettant de privilégier l'une ou l'autre des réponses. C'est un premier point important auquel je vous demande de faire attention parce qu'il y a des biais très nombreux dans la vie quotidienne quand on utilise la notion de probabilité de manière un petit peu naïve. On pourrait être tenté de faire ce raccourci. Lorsqu'il y a K choix, ça fait une chance sur K, dira-t-on, de tomber sur l'un ou sur l'autre. Ça n'est pas vrai ou ça n'est vrai que dans ce cas particulier où on peut raisonnablement argumenter qu'il y a la même chance pour toutes les éventualités qu'on est là en train d'examiner. Ok, ça c'est la première étape. La notion de probabilité ici de référence, qui sera pour nous celle qui correspond à l'hypothèse de la chance, est de 1/6. Essayons de poser les choses avec un vocabulaire qui va nous être utile pour pouvoir traiter cette situation correctement. Il se trouve que dans l'expérience de Bézier-Loftus, les auteurs ont fait passer cette petite expérience à 40 sujets. Dans l'expérience telle qu'ils l'ont publiée dans une revue scientifique, 40 personnes avaient été interrogées, et sur ces 40 personnes, 14 ont désigné le vrai coupable, c'est-à-dire 35%. Et alors là, toute la question, pour pouvoir tirer une conclusion psychologique de ce chiffre, 35%, toute la question est de savoir si vous jugez que 35% c'est beaucoup ou pas beaucoup. Si vous trouvez que c'est beaucoup, alors vous allez dire, il y a un biais dans cette expérience. Beaucoup trop de gens désignent le vrai coupable alors qu'ils n'avaient aucune information. Si vous trouvez que finalement c'est pas tant que ça, alors vous direz, le hasard seul sans doute est en jeu. 35%, ça n'est pas si important. Bien sûr, 35%, c'est pas 100%, mais est-ce que quand même on peut pas dire que c'est beaucoup? Surtout si on compare avec ce point de repère que nous avons fixé tout à l'heure, qui est de une chance sur 6, c'est-à-dire à peu près 17% de chance. Si c'est ça le repère qui correspond à l'hypothèse de la chance seule, 17% de chance de tomber sur le vrai coupable, alors 35%, ça commence à faire beaucoup peut-être par rapport à cette valeur repère de 17%. En tout cas, numériquement, 35%, c'est sûr, est au-dessus de 17%. Première remarque, la probabilité de 17%, c'est une probabilité que je vais appeler conditionnelle. C'est une probabilité hypothétique. Nous ne disons pas que la vraie probabilité dans cette expérience de désigner le vrai coupable est de 17%. Nous disons la probabilité de désigner le vrai coupable est de 17% si les gens ont simplement de la chance, s'ils répondent au hasard, s'ils répondent en l'absence totale d'informations. Mais au fond, nous ne savons pas si réellement c'est le cas, en particulier si jamais il y avait un biais dans la procédure, ce qui est une forme d'information cachée, alors la vraie probabilité de désigner le vrai coupable ne serait pas de 17% justement. Donc avec ce chiffre repère 17%, nous sommes dans la manipulation d'une hypothèse, c'est pourquoi nous allons appeler cette probabilité une probabilité conditionnelle. On va aussi lui donner un nom pour pouvoir ensuite mener un raisonnement qui s'écrive, et on va l'appeler π0. Pi est la lettre grecque qui correspond à notre P, qui sert souvent en statistique pour désigner une probabilité, et π0 est une manière de désigner une probabilité qui se déduit d'une certaine hypothèse, une hypothèse qu'on appelle par ailleurs une hypothèse nulle,
elle fixe une certaine valeur pour la probabilité de désigner ici le vrai coupable, elle dit c'est 1/6. Bon. Donc cette probabilité, elle est hypothétique et fixée, à une valeur numérique précise. La fréquence, elle, de désignation du vrai coupable, 0,35, on va l'appeler f avec une lettre latine, par opposition au pi écrit en grec. Pourquoi on l'écrit cette fréquence avec une lettre latine? Parce que par convention, vous verrez, et c'est une convention très usuelle en statistique, on écrira en lettre latine toute statistique qui vient mesurer une observation concrète. Pi0, ce n'est pas le résultat d'une observation concrète. Pi0, c'est le résultat d'un raisonnement théorique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça se déduit d'une hypothèse théorique. Alors que f, sans hypothèse, j'arrive à observer que 14 personnes sur 40 ont désigné le vrai coupable. Donc f est une statistique empirique. C'est une statistique qui résume des observations. Tandis que Pi0 est la valeur de probabilité qui se déduit d'une hypothèse. À côté de ça, eh bien, on peut par ailleurs donner un nom aussi à la probabilité vraie de désigner le vrai coupable, dont nous ne savons pas encore si elle est de Pi0, c'est-à-dire 1/6. Cette probabilité-là, on va l'appeler Pi, sans le petit 0 en dessous, parce que le Pi0, c'est une valeur théorique, c'est une probabilité conditionnelle, c'est la valeur de la probabilité qui se déduit d'une certaine hypothèse. Tandis que Pi, ça va être le symbole qui nous permet de désigner la probabilité vraie que nous ignorons. Donc gardez bien en tête ces trois symboles, c'est très important. F, la fréquence empirique, comme on dit, c'est-à-dire observée, de désignation du vrai coupable. Pi, la probabilité vraie, mais que l'on ne connaît pas. Et Pi0, la valeur numérique de probabilité que Pi prendrait si réellement les gens répondent au hasard et tombent sur le vrai coupable juste par chance. Il vous faut ces trois objets simultanément et à la fois distingués et mis en relation pour pouvoir mener un raisonnement complet et correct dans cette situation. Donc, retenez bien cette nomenclature, ces différents concepts, ils sont différents et ils s'écrivent différemment. Vous pourriez dans un premier raisonnement vous dire, il n'y a pas photo, f c'est 0,35, Pi0 c'est 0,17, f est plus grand que Pi0, les gens ont désigné le vrai coupable plus souvent que la chance ne le laisserait attendre. Par conséquent, il y a quelque chose qui se passe dans cette expérience. Pourquoi ce raisonnement est-il risqué et pourquoi on ne peut pas aller trop vite dans cette direction-là? Pour une raison simple, c'est que nous n'avons observé que 40 sujets. Et dans le petit atelier sur le lancer de dés en probabilité, dans la fiche de rappel de probabilité précédente, vous avez vu que en cliquant plusieurs fois sur l'icône de dés et en tirant aléatoirement des résultats sur un dé à 6 faces, bien que nous sachions que chaque face est en théorie la même probabilité d'apparaître, c'est-à-dire justement 1/6, exactement comme dans cette expérience, eh bien on a vu que si on faisait un petit nombre de tirages, c'était pas exactement 0,17 ou 0,1666 qui apparaissait, il fallait quand même qu'on lance le dé un certain nombre de fois avant que, en moyenne, la fréquence d'apparition de chaque face commence à ressembler à ce 0,17. Donc on prend conscience du fait que quand on fait une expérience en psychologie, c'est comme si on lançait un dé un petit nombre de fois, 40 sujets c'est pas énorme, un petit nombre de fois, ça nous donne une valeur d'apparition de telle ou telle face qui n'est pas forcément éloignée de la vraie valeur 1/6, je parle du lancer du dé, mais néanmoins qui n'est pas exactement égale. Par contre, plus on cumule les observations, plus on lance le dé un grand nombre de fois, plus on voit cette fréquence empirique se rapprocher de la vraie valeur. Donc il y a une relation, il y a une connexion entre la fréquence empirique et la probabilité vraie, qui se précise d'autant plus et d'autant mieux que l'on multiplie les observations. Mais dans une expérience de psychologie, très souvent, on aura à porter des jugements et à tirer des conclusions avec un nombre d'observations qui n'est pas forcément extrêmement important, en tout cas certainement pas 1000 ou 2000 tirages, comme on s'est amusé à faire avec l'atelier sur les probabilités. Donc il va falloir qu'on développe une théorie et une connaissance particulière de la relation qui existe entre f, la fréquence observée, et pi, la probabilité vraie. Quelles sont les valeurs de fréquence qui sont plausibles quand la probabilité vraie est de 1/6? On sait que ça peut changer, que ça peut bouger au gré des essais qu'on fait, mais est-ce que cette variabilité dans les fréquences, pour une même probabilité vraie fixée, est-ce que cette variabilité dans les fréquences est grande ou au contraire pas grande? Peut-on préciser dans quel intervalle il est plausible d'observer ces fréquences pour un certain nombre de tirages, par exemple, ou d'observations, ou de personnes interrogées? Si nous étions capables d'avoir un modèle de ça, d'avoir une représentation théorique de ça, on va parler d'un modèle d'échantillonnage, alors
on pourrait dire des choses assez précises, on pourrait éventuellement remonter la pente, c'est-à-dire si on sait dans quelle gamme de valeurs f est susceptible de se produire pour une valeur vraie de probabilité fixée, alors peut-être qu'à l'envers, on peut à partir d'une fréquence observée, par exemple ici 0,35, se demander s'il est plausible que la probabilité vraie qui est cachée derrière soit bien de 1/6. Vous comprenez cette idée. Si l'on est capable d'avoir un modèle qui précise quelles sont les fréquences les plus plausibles pour une probabilité fixée, alors peut-être qu'à partir d'une fréquence observée, on peut se faire une petite idée de la probabilité vraie qui est cachée derrière en remontant la pente en quelque sorte. En tout cas, il nous faut un modèle. Il nous faut un modèle de ce que le hasard seul est capable de produire. C'est ça qu'on appelle un modèle de l'échantillonnage. Pour l'instant, ce que je vous demande simplement de bien retenir, c'est la distinction entre ces trois types d'objets: la fréquence observée, la probabilité vraie mais inconnue, et la probabilité théorique π0, connue par hypothèse, mais totalement hypothétique. C'est sur la base de la mise en relation de ces trois objets qu'on va pouvoir construire la loi binomiale.